j'imagine que je suis devant une assistance, un public qui vient d'Égypte pour une grande partie d'entre vous, ou qui venait d'Égypte pour une grande partie d'entre vous, ou qui avait peut-être chacun votre Égypte. Moi, je vais essayer ce soir de vous raconter la mienne, et une Égypte, et pardon de parler à la première personne, parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai découverte lorsque j'ai fait un séjour en Égypte prolongé, professionnel. En fait, j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, je sortais de l'agrégation d'histoire. Alors j'étais né au Maroc par ailleurs, donc l'Égypte était une manière de retourner dans le monde arabe tout en n'allant pas directement à ce lieu qui était celui de mes origines, et d'essayer d'y comprendre des choses. Et j'ai atterri un peu par hasard. Donc je faisais à l'époque mon service militaire. C'était l'époque où le service militaire était encore obligatoire. Et j'ai été affecté dans un collège jésuite du Caire, que certains d'entre vous connaissez peut-être, donc le collège de la Sainte Famille au Caire. J'y ai passé deux ans où j'ai enseigné, et j'y ai surtout rencontré donc, des pères jésuites qui m'ont ouvert leurs archives, parce que un des premiers soucis qui s'est posé lorsque je me suis retrouvé dans cette institution, c'était comprendre où j'étais et ce que j'y faisais. Et en évitant les retours trop intenses sur mon propre passé, je découvrais presque, bon, pas totalement naïf, mais je découvrais presque qu'il existait des chrétiens en Orient. Et je me retrouvais surtout, donc on était en 89, dans une Égypte où il n'y avait pratiquement plus de juifs, où il y avait une communauté juive institutionnelle dont nous étions allés avec Jean-François Fao, qui était un ami, enfin qui est toujours un ami, mais avec qui on a passé ces années-là. On était allé trouver le président de la communauté, on lui avait demandé, de la communauté israélite du Caire, on lui avait demandé s'il était possible de consulter des archives, et on s'était heurté à un refus, ou à l'idée qu'il n'y avait surtout plus rien là-bas. Du coup, pour vous resituer ce contexte, une Égypte presque sans juifs, année 89. Je suis resté en fait en Égypte de 89 à 96, 1989-1996. Dans une institution chrétienne, et une institution, je dirais, qui faisait partie qui était une sorte de vaisseau amiral des missions catholiques en Égypte. Et donc dans une Égypte surtout où la présence juive était dans les mémoires, était parfois dans les mémoires de façon très, très virulente, sur le mode de pourquoi ne sont-ils plus là? Et s'ils ne sont plus là, c'est qu'il doit bien y avoir des raisons. Et donc, dans une Égypte où l'antisémitisme était présent, mais où les traces de cette présence-là ne pouvaient être connues que de façon indirecte. Et mon travail, je vous ai dit, ça a commencé par être une exploration du lieu où je me trouvais, de ces missions-là. Alors, j'ai moi-même un passé, je vous l'ai dit en parlant du Maroc, j'ai moi-même un passé qui est plutôt un passé du monde colonial, et avec cette idée que ces missions catholiques, ces missions d'enseignement, avaient été des vecteurs, des foyers, des instruments de formes d'acculturation, et que, d'une certaine manière, alors par rapport aussi à mon histoire un peu familiale, elles avaient préparé la migration et le départ d'une grande partie de ces communautés juives du monde arabe. Et donc se retrouver, je dirais presque, enfin, la manière dont je percevais les choses à l'époque, et je pense que c'est important de le dire.
me retrouvais un petit peu en territoire ennemi chez les jésuites, mais qui en même temps m'ouvraient leurs archives et me permettaient de retrouver des clés de ce qui avait pu être le passé de ces communautés juives. Alors, je vous ai dit, je vais vous parler d'une affaire que j'ai découverte, j'ai commencé par découvrir à Paris. Donc j'ai commencé par travailler sur l'histoire du collège de la Sainte Famille dans l'Égypte nassérienne, donc des années pré-Nasser, des années 49 aux années 62. Donc travail sur une institution. Alors c'était assez facile parce que j'enseignais le matin et puis l'après-midi, j'avais la bibliothèque à ma disposition et ces archives à ma disposition. C'était extrêmement précieux. Et ensuite, mon projet a été d'élargir ce champ de recherche aux institutions qui pouvaient être comparables au Collège des Jésuites et donc à toutes les missions catholiques, mais aussi la mission laïque, mais aussi l'Alliance israélite universelle, tout ce qu'en Égypte on désignait par des écoles étrangères. Et donc l'affaire dont il est question, je vous ai dit, c'est l'affaire donc de conversion de 2 jeunes filles juives en 1930 dans un collège donc du Caire. Collège, alors les panneaux le montrent et font référence à cette affaire, donc il n'y a plus besoin de lever l'anonymat de la congrégation, mais donc ça se passait chez les Sœurs de la Charité de Besançon. Et donc c'est une affaire dont j'ai commencé par avoir connaissance au Quai d'Orsay, aux archives du Quai d'Orsay. Et donc vous imaginez le trajet d'une conversion dans une école du Caire, donc à l'autre bout de la Méditerranée, qui atterrit au cabinet de Aristide Briand, ce ministre des Affaires étrangères. Et donc il y a quelque chose qui intrigue, c'est comment une affaire, somme toute aussi banale, aussi engageant des personnes qui n'étaient pas particulièrement connues, se trouve-t-elle en jeu d'une mini-crise diplomatique et finit-elle par atterrir au cabinet du ministre des Affaires étrangères de France. En même temps, petite parenthèse, j'avais, en voyant ces archives-là, donc les archives du Quai d'Orsay, ce sont les archives de la chancellerie, pas de la chancellerie, les archives de Paris, c'est-à-dire donc les archives politiques qui étaient restées à Paris. Une ou 2 années après, je suis allé à Nantes, qui elles sont les archives du poste, du consulat de France au Caire, et puis de l'ambassade. Alors, ce qui n'était pas encore une ambassade, puisque l'Égypte n'était pas totalement indépendante, ou en tout cas, vous savez que l'Égypte a connu une indépendance graduelle. Donc, on parlait de ministre de France en Égypte, et l'ambassadeur de l'époque, qui s'appelait André Gaillard, était un personnage qui est resté toutes les années 20, une bonne quinzaine d'années, pratiquement toutes les années 20. C'est un de ceux qui avait négocié le protectorat français au Maroc et qui se retrouve ministre de France en Égypte au moment où l'Égypte devient indépendante. Et donc à Nantes, je trouve l'autre partie du dossier. Et là, j'ai été extrêmement impressionné parce que je retrouve un dossier qui est le dossier du consulat et de l'ambassade où la question avait été instruite. Donc il y avait des échanges de lettres, bien sûr, avec Paris, entre l'ambassade et Paris, mais il y avait aussi toutes les pièces, tous les documents que le père de ces 2 jeunes filles avait apporté, que le grand rabbin du Caire, que l'archevêque de Besançon, que la délégation apostolique, que le patriarche grec catholique avait apporté à la légation de France pour avoir justice de cette affaire de conversion. Je vous ai dit, j'avais d'une certaine manière, avec les archives parisiennes, une sorte de preuve de l'activité prosélyte de ces missions que je soupçonnais par ailleurs.
et contre laquelle toute ma tradition familiale m'avait prévenu. Et en me plongeant dans ces archives de Nantes, là, je me retrouvais dans quelque chose d'absolument bouleversant qui était une affaire de famille déballée sur la place publique, avec la presse, bien sûr, qui s'en mêlait. On verra comment se structure cette affaire-là, mais où à peu près tous les acteurs engagés dans cette affaire, depuis la jeune fille jusqu'à la religieuse qui les avait convertis et dont j'ai retrouvé sur ces panneaux un écho, puisqu'elle elle a eu des convertis, donc visiblement dès 1914. Donc une religieuse particulièrement prosélyte, particulièrement efficace dans son prosélytisme, mais aussi donc les jeunes filles, la voix des jeunes filles elles-mêmes, des jeunes converties elles-mêmes, la voix de leur père, et un dossier, bien sûr le dossier de presse, un dossier très consistant. Alors de retour au Caire, je suis allé à l'école en question, forcément, et l'air de rien, j'ai essayé d'avoir quelques renseignements. Et là, ça a été un moment assez dur, parce que bon, je regarde les listes des élèves, je retrouve effectivement mes élèves, mais avec d'autres prénoms que ceux qui leur étaient donnés dans les archives françaises. C'est-à-dire que là, on avait soit le prénom arabe, soit le prénom italien, alors que dans les archives françaises, on avait un prénom français. Et malheureusement, j'aurais dû, mais je n'ai pas consulté les archives italiennes, parce que j'imagine qu'il y a eu des choses au consulat d'Italie aussi. Donc, il n'y avait pas grand-chose en termes d'archives. Et puis, je vais voir la responsable de l'école, la supérieure de la mission, et puis je lui dis, voilà, je viens à propos d'une affaire de conversion dans les années... Ah, mais ce sont les sœurs juives. Et elle m'explique que ces deux jeunes filles, alors en fait, en réalité, ce n'était pas tout à fait ça, mais donc deux de ces jeunes filles étaient toujours vivantes, qu'elles avaient passé leur vie de religieuses en Syrie, qu'à un moment donné, ayant pris position dans l'élection d'un évêque, enfin la position qu'il ne fallait pas dans l'élection d'un évêque, elles avaient été dénoncées comme juives au Mukhabarat syrien, et ensuite elles étaient parties au Liban, et elles se retrouvaient à Besançon, à la maison mère, à Besançon. Et donc ces jeunes femmes que j'ai vues dans les archives à 18 ans, en 1930, j'ai retrouvé l'une d'entre elles, vieille religieuse, en 1994, et au terme de sa vie. Et je l'ai retrouvée à un moment extrêmement... Alors je vous garantis que c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile, et pour elle et pour moi, parce que moi, j'avais travaillé sur archives comme tout historien, et donc j'avais fait des citations, j'avais relevé des choses, et j'arrivais avec une sorte de vérité imposée, et cette vérité l'a bouleversée, et je me demande jusqu'à quel point elle ne l'a pas détruite. C'est-à-dire, elle a vu ressurgir son passé, qui lui est remonté à la figure. Et alors, premier contact a été difficile. Elle ne voulait pas me recevoir. Elle pensait que j'étais envoyé des Mukhabarat syriens pour faire ressortir son passé. Et puis ensuite, dans la lecture qu'elle a eue du texte que j'avais fait à l'époque, elle polémiquait avec les journaux en disant ce qu'ont dit les journaux, c'est pas mon histoire, c'est pas l'histoire de ma famille, c'est pas ce que j'ai vécu. Et donc ce choc de mémoire a été extrêmement bouleversant pour elle. Il a été aussi très, très bouleversant pour moi. Bon, j'ai plus écrit une ligne pendant 2 ans après. Et il y a une nouvelle de Bashevis Singer où les personnages de son roman réclament justice de la manière dont ils ont été traités par l'écrivain. Bon, ben on se retrouve un peu dans cette situation-là, où avec des enjeux aussi très éthiques sur la question des archives et de la protection des personnes.
C'est-à-dire qu'on m'avait refusé des dossiers d'enseignants parce qu'on m'avait dit non, 99 ans, vous n'aurez pas de communication de ces dossiers d'enseignants avant 99 ans. En fait, ces dossiers d'enseignants, souvent, ils comportaient rien de très personnel. C'était des questions de grille de salaire, etc. Alors que là, on avait dans un dossier le déballage de la vie d'une famille. Je vous assure que ça a été une expérience extrêmement difficile. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous imaginez bien qu'une histoire comme ça, elle a un côté très croustillant, on va dire. On est dans une polémique, et une polémique qui dit quelque chose sur son temps. Et c'est ça que je voulais essayer d'explorer avec vous. Donc, contrairement au titre un peu mensonger, je ne vous raconterai pas qui sont les Juifs du Caire. D'une certaine manière, vous le savez infiniment mieux que moi, puisque, petite parenthèse aussi, c'est cette femme devenue religieuse catholique, très admiratrice de Lustiger, ayant reconstruit son propre parcours à la lumière de Lustiger, c'était une des premières juives d'Égypte que je rencontrais et avec qui je pouvais échanger autrement que dans un discours, que par archives interposées. Et il y avait aussi ça qui était extrêmement émouvant. Donc, contrairement à ce que je vous dis, je ne vous raconterai pas qui étaient les Juifs du Caire. Je vais essayer de partir de cette affaire pour vous montrer deux choses. Alors voilà, on est dans ce milieu-là. J'aime beaucoup cette photo parce que on est dans un tout autre milieu. On est en Moyenne-Égypte, on est à Minya, on est dans le milieu copte. Et en même temps, il y a un jeu de regard et de position qui est extraordinaire. Alors ça fait partie, ça c'est une photo du collège de la Sainte Famille, hein, qui faisait partie de leur moyen de faire du fundraising. Mais donc photo très belle. D'abord le mouvement de la jeune fille. Contrairement aux idées qu'on peut avoir, je vais tout de suite vous préciser une chose, les conversions dans cette Égypte libérale des années 20 aux années 60, on les compterait sur les doigts des deux mains. Surtout en milieu juif, elles n'ont pas été un si grand nombre que ça. En milieu musulman, je ne vous dis pas, c'est encore moins. Mais même dans ce qu'on peut considérer comme des tableaux de chasse des missions religieuses où on enregistre le nombre de baptêmes selon l'origine, hein, schismatique, infidèle ou protestant, donc où on enregistre ce nombre, les conversions sont véritablement une poignée. C'est-à-dire qu'il faut peut-être tout de suite se dire que la sœur dont il est question et qui a converti un certain nombre de jeunes n'est pas forcément une illustration de l'activité principale de ces missions. Et je trouve que ce mouvement de la jeune fille qui se blottit contre la sœur est un peu à l'image de ce que j'ai lu dans les archives à propos de cette conversion de ces deux jeunes filles. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur la figure qui est la seule figure masculine de cette photographie, mais qui est quand même une figure surplombante. Et je crois qu'un des premiers éléments du tableau que l'on peut essayer de restituer en négatif de cette Égypte des années 30, c'est son côté profondément et éminemment patriarcal. Une société où les femmes existent parce qu'elles sont en lumière. On le voit bien à l'habit de ces deux religieuses, mais où en même temps elles n'existent que parce que les hommes le veulent bien. Et je trouve cette photographie extrêmement, une très belle illustration de cette première idée que je voudrais vous soumettre. Alors, le site...
Alors, donc, suite à cette rencontre, hein, vous verrez que... Alors, jusqu'à présent, je me suis limité à des communications. Sur cette question-là, sur cette histoire-là, je n'ai fait que des communications un peu confidentielles en colloque académique. Et à part une fois à Lyon, mais où le public n'était pas très nombreux, vous êtes la première occasion où j'essaye de confronter cette histoire, mais je dirais à l'état brut, avec des gens qui auraient pu être confrontés à des histoires similaires à une autre époque. Donc vous voyez simplement la tonalité donc, de ce journal Israël que vous connaissez peut-être, donc un journal, enfin, qui a été numérisé sur le site Presse Juive du Passé. Mais donc voilà, ce scandale de conversion apparaît dans les premières pages du journal. Alors, ce que je voudrais essayer de discuter avec vous aujourd'hui, c'est 2 points. Le premier, c'est autour de la question de l'affaire de conversion. C'est-à-dire qu'on a une conversion qui relève, dont j'ai essayé de vous dire qu'elle relevait d'une démarche intime, minoritaire, contingente. Mais il y a ce qui intéresse l'historien, et je vous ai dit tout le malaise quand l'historien s'aventure sur ces territoires de l'intime. Mais là où cette affaire intéresse l'historien, c'est dans la polémique qu'elle suscite. Et c'est ça que je voudrais essayer d'analyser avec vous dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qu'une affaire de conversion? Pourquoi y a-t-il affaire de conversion à ce moment-là? Quel sens cela a-t-il? Et la réponse que je voudrais essayer de vous soumettre et de soumettre à votre discussion, c'est que c'est une manière de construire et d'actualiser des identités. Le deuxième point que j'essaierai de développer, c'est la question de ce qu'on appelle en histoire des ruptures historiques, des tournants historiques. On est dans une date, 1930, automne 1929-1930, qui est tout sauf anodine, où on a l'impression que l'ordre du monde en Méditerranée bascule. Et la deuxième proposition que je voudrais essayer de vous soumettre, c'est cette idée que ce parcours isolé de la convertie, ou des convertis, ou de la poignée de convertis, en réalité, il témoigne, il dit que le monde est en train de changer. Et c'est ça que je voudrais essayer donc de vous montrer. Alors, la conversion, c'est d'abord et avant tout un défi aux autorités traditionnelles. Pourquoi j'ai mis des guillemets à autorité traditionnelle? C'est que le geste de la conversion ringardise immédiatement tous ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que la tradition n'existe pas en elle-même, mais elle n'existe qu'à partir du moment où il y a un geste qui dit « moi je suis moderne » et tout le reste n'est que tradition. Donc ce côté éminemment subjectif, ce côté éminemment subjectif de la tradition, ces autorités dites traditionnelles, enfin le monde colonial fourmille d'institutions traditionnelles. Et il y aurait peut-être une autre définition plus positive à donner de la tradition, c'est des autorités instituées, mais qui se trouvent dépassées par les situations auxquelles elles sont confrontées. Et c'est en ce sens que les premiers acteurs de la polémique, et je trouve que l'exposition des quelques textes le rend remarquablement bien, elle montre d'abord des parents qui sont dépassés. Des parents qui ne comprennent pas ce que font leurs enfants, ce qu'il advient de leurs enfants. Des parents qui vous disent j'ai mis mon fils chez les frères et je ne le reconnais plus parce qu'il tient un discours que je n'aurais jamais imaginé le voir tenir. Donc il y a cette
on va essayer de raisonner. Bon, il faut avoir la métaphore des ronds dans l'eau, hein, du cercle concentrique. Donc vous avez au centre le ou la converti, et puis vont se structurer une série d'acteurs de cette polémique, et d'abord et avant tout, ce père de famille qui va porter l'affaire devant ses premières autorités, qui sont d'une part le grand rabbin du Caire, et le grand rabbin du Caire à l'époque, c'est pas n'importe qui, c'est Haïm Naoum Effendi, c'est le dernier grand rabbin ottoman, c'est l'ancien grand rabbin d'Istanbul, qui vient au Caire, qui arrive au Caire, je crois, au début des années 20. Et donc, le père de famille va voir son autorité religieuse et il va voir le conseil de la communauté israélite. Et deuxième temps de l'affaire, ces autorités-là, en grande délégation, vont trouver le ministre de France en Égypte, Henri Gaillard, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est un point qui mérite d'être souligné, parce que des affaires de conversion, vous le verrez sur les panneaux, il y en a depuis longtemps en Égypte. Il y a eu une vague fin des années 90, il y a eu une vague en 1914, et 1930 serait une sorte de troisième vague, de troisième moment, de troisième temps fort de ces conversions. Et ces conversions-là, vous voyez qu'elles ne tombent pas par hasard, parce que ces dates-là ne sont pas totalement un hasard, dans la mesure où, autour de la fin des années 1890, on est au moment de l'ouverture des écoles de l'Alliance israélite universelle, au Caire, alors 97-98 je crois, ou 96-97, ça se joue à 2 années près. 1920, on est au moment où ces écoles du Caire et d'Alexandrie ferment et où seul subsiste jusqu'en 1952 l'école de l'Alliance israélite universelle de Tanta, à mi-chemin entre le Caire et Alexandrie. Pardon ? Avec, bien sûr, le rôle que tenaient les écoles de l'Alliance israélite universelle, remplies par des écoles laïques du Caire et d'Alexandrie. On pense... Alors, oui, mais il y a aussi, avant la mission laïque française, il y a les écoles Ménache, il y a des écoles patronnées par des notables du Caire et d'Alexandrie. Et d'une certaine manière, les écoles de l'Alliance israélite universelle du Caire et d'Alexandrie, elles font concurrence à ces écoles de notables qui sont ceux qui tiennent les conseils des communautés du Caire et d'Alexandrie. Et la comparaison avec 1914 est intéressante. Parce qu'à l'époque, ça se passe à Alexandrie. Hein. Je crois que c'est au collège Sainte-Catherine, c'est chez les frères Alexandrie en 1914. Et à l'époque, 25, c'est frère Léonce. C'est le frère Léonce. C'est le grand rabbin d'Alexandrie de l'époque dit « c'est une affaire qui n'intéresse pas la communauté juive, c'est une affaire personnelle. Vous avez affaire à une conversion personnelle et le rabbin n'a pas à porter la parole des familles devant qui que ce soit. Nous avons beaucoup d'enfants des communautés israélites. Je dis israélites parce que c'est le terme consacré, c'est comme ça que sont institués les millettes. Donc nous avons beaucoup d'enfants de ces communautés dans les écoles des missionnaires et nous n'avons rien constaté qui puisse attenter à leur liberté de conscience. S'il y a des conversions, ce sont des cas isolés et c'est une affaire de famille qui doit le rester ou c'est une affaire personnelle qui doit le rester. Alors qu'en 1930, là on est dans un positionnement autre
Et c'est ce positionnement-là qui est intéressant, puisque le grand rabbin et le conseil de la communauté vont protester auprès du ministre de France et auprès du consulat de France. Pardon ? C'est normal, mais c'est normal en 1930, ça ne l'était pas tout à fait en 1914. Et c'est ce point-là, c'est sur ce point-là que je voudrais attirer votre attention. Alors, le ministre de France en Égypte est bien embêté parce que d'abord, c'est plutôt un radical. C'est-à-dire qu'on est dans une France qui a, depuis 1905, séparé les églises de l'État et qui affiche une forme de neutralité religieuse, mais qui hérite en même temps, en Égypte et en Orient, d'une vieille tradition qui est ce qu'on appelle la tradition des protections capitulaires, et qui mélange, qui entretient une sorte de flou artistique autour de ces protections capitulaires, parce que c'est je dirais que permettez-moi l'expression, je sais que je suis enregistré, mais c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il s'agit de présenter la France comme protectrice alors selon les moments et selon les interlocuteurs, des minorités, des chrétiens, des catholiques ou des catholiques latins en Orient. Et derrière toutes ces appellations, vous voyez que ça ne recouvre pas les mêmes choses. Il y a un fondement juridique qui a été reconnu par le droit international depuis 1878, qui est que la France protège les religieux latins en Orient. Et qu'ayant ce protectorat, cette protection personnelle, je dirais, sur les religieux et les institutions religieuses latines en Orient, on est donc dans la tradition des capitulations, ça veut dire droit d'établissement, ça veut dire exemption fiscale, ça veut dire liberté de culte, et ça leur est reconnu par des conventions internationales depuis 1878 sur les religieux latins. Mais en même temps, cette protection, on dit aussi, on laisse dire que c'est une protection sur les catholiques d'Orient, ce qui inclut les maronites, les grecs catholiques, c'est-à-dire toute une série, les 6 communautés, enfin les 6 rites orientaux de l'Église catholique. Et on laisse dire, alors c'est pas tout à fait vrai parce que la communauté copte d'Alexandrie, jusqu'en 1914, elle est protégée par l'Autriche-Hongrie. Et les puissances occidentales, enfin les puissances européennes, sont dans une rivalité farouche pour protéger telle ou telle minorité. Parce que ces minorités protégées, ce sont leurs clients, leurs premiers clients, au sens commercial du terme, mais aussi au vieux sens romain du patronus et du client, du patron et du client, de ces protégés en Orient. Et donc il y a cette politique des minorités qui a traversé tout le XIXe siècle et ces rivalités européennes autour de la politique des minorités. Là, le ministre de France en Égypte est bien embêté parce qu'il a d'un côté une communauté juive à Millet instituée, et donc il y a Kataoui Pacha, il y a Haïm Naoum Effendi, et qui viennent le voir en délégation, et qui revendiquent au nom de leur millet, au nom de leur communauté, qu'ils mettent fin au prosélytisme des religieux catholiques, alors qu'il est lui-même, des religieux catholiques latins, alors qu'il est lui-même censé les protéger. Donc il est bien embarrassé, mais en même temps c'est un radical, c'est un laïc comme on les faisait à cette époque, et pour lui, la religieuse a clairement transgressé les usages en convertissant des jeunes filles dans un établissement. Et il fait savoir assez vite à la religieuse qu'il n'est vraiment pas content et que
il va falloir mettre ce prosélytisme-là en veilleuse. Bon. Et c'est alors qu'interviennent de l'autre côté un ensemble d'institutions. Je vous ai parlé, bon, donc, autour de cette école missionnaire, donc il s'agit des Sœurs de la Charité de Besançon. Vous voyez qu'elles portent le nom de leur ville d'origine. Et donc c'est l'archevêque de Besançon qui est, c'est lui, hein, quand je parle de hiérarchie ecclésiastique française, l'archevêque de Besançon, c'est lui qui a autorité personnelle sur ces religieuses, puisqu'il a autorité sur leur congrégation. En même temps, ces Sœurs de la Charité de Besançon, elles ont été appelées en 1909. Alors 1909, ce n'est pas un hasard, c'est les lois de laïcité en France, le fait que les congrégations ne peuvent plus enseigner en tant que telles, et donc elles sont chassées. C'est le patriarche grec-catholique qui s'offre une mission. Alors vous verrez tout à l'heure que c'est parmi les dernières arrivées. Mais donc c'est le patriarche grec-catholique qui s'offre une mission française, de Besançon en plus, pour s'occuper de ces œuvres d'enseignement en français. Donc d'une certaine manière, ces religieuses de Besançon, elles sont en quelque sorte employées par le patriarcat grec-catholique et elles ont des comptes à lui rendre, puisque ce sont les œuvres de la communauté grecque-catholique. Alors quand je dis grec-catholique, les grecs-catholiques se disent grec-melkite. Là, je parle d'une terminologie de catholiques latins qui considèrent que ce sont des catholiques dans la mesure où ils reconnaissent l'autorité du pape et l'obédience de Rome, mais ce sont des catholiques un peu particuliers dans la mesure où ils célèbrent leur messe en grec et où ils suivent un rite melkite. Donc, le patriarche grec-catholique a son mot à dire sur cette mission-là. Et puis, troisième instance qui a son mot à dire, c'est le délégué apostolique. Alors, le délégué apostolique, on peut le voir pour faire. Alors, d'abord, son nom, il s'appelait Valerio Valeri. Et c'est un monsieur qui est connu parce qu'il est nonce apostolique à l'époque de Vichy, en France. Et à l'époque, donc là on est bien sûr avant, on est dans les années 30, ce délégué apostolique, c'est un Italien. Et c'est un Italien qui vient de voir signer à Rome, donc qui est un pré-nonce. Si vous voulez, un nonce, c'est un ambassadeur du pape. Et là, il est, comme l'Égypte n'est pas encore totalement indépendante, il est délégué apostolique, donc il représente le pape dans la hiérarchie catholique des vicariats apostoliques, des territoires catholiques latins d'Égypte. Et ce monsieur-là, donc, il y a une guerre épouvantable, enfin une rivalité farouche entre les catholiques français et les catholiques italiens pour le contrôle de ces vicariats, vicariats apostoliques, donc ces sortes d'évêchés dans les provinces musulmanes, enfin, disons, comme dit l'Église, une partibus infidelis, mais il y a une rivalité très forte entre un clergé catholique français et un clergé catholique italien pour avoir le contrôle de la hiérarchie de l'Église en Égypte. Et du coup, ce qui est très amusant et très intéressant dans cette polémique, c'est que chacun va intervenir, et pour les Italiens, n'oubliez pas qu'en 1929, le Saint-Siège vient de signer avec Mussolini les accords du Latran et qu'ils espèrent
pouvoir enlever à les Italiens espèrent pouvoir enlever à la France leur protection sur les chrétiens d'Orient. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu de pouvoir extrêmement tendu, extrêmement conflictuel, extrêmement subtil, que vu de loin, bien évidemment, tout ça c'est de la hiérarchie catholique, n'empêche que chacune va jouer sa partition et va utiliser cette affaire au mieux de ses intérêts. Et l'Italie ne se prive pas de dire que la France, ayant voté la séparation des églises et de l'État, n'est plus la fille aînée de l'Église, que la fille aînée de l'Église, désormais, c'est elle. Donc, vous voyez le type de rivalité qu'il peut y avoir. Et en même temps, le patriarcat catholique souhaite conserver par rapport aux églises missionnaires venues d'Europe une espèce d'antériorité. Nous sommes les vrais chrétiens d'Orient. Et vous n'êtes que des missionnaires. Donc vous voyez que le tableau commence à se complexifier. Alors, l'affaire devient, je pense vous l'avoir montré, on parlait des autorités religieuses, l'affaire devient une affaire politique. Et une affaire politique, donc parce que la légation de France est interpellée, mais parce que se met en route très vite, dès le début de l'affaire. J'ai une chronologie très précise. Éventuellement, je vous ai dit, ça a été publié dans des ouvrages un peu confidentiels, mais les textes et le déroulé de cette affaire-là existent sous forme numérique, donc vous pourrez le demander peut-être à Ariel par la suite si ça vous intéresse, ou même m'écrire et je vous l'enverrai. Enfin, alors, une affaire politique, parce que interviennent ceux que j'ai appelés des publicistes juifs, c'est-à-dire qu'il y a une montée en force de cette polémique par l'intermédiaire de la presse. Et c'est un peu les panneaux que vous avez là, avec deux organes de presse qui sont Israël et l'Aurore. Donc l'un tenu par Albert Mosseri, l'autre tenu par Lucien Sciuto. Alors Albert Mosseri était d'Égypte, Lucien Sciuto il vient de Salonique et il a été expulsé de Salonique en 1908 et il vient fonder son journal en Égypte donc à ce moment-là. L'Égypte, il faut imaginer qu'on est dans une sorte de terre d'accueil des migrants et notamment des réfugiés politiques du moment. Et les deux titres de ces journaux vous donnent bien la ligne qu'ils entendent suivre. Bien sûr, l'Aurore, on est dans un hommage et dans une filiation liée à l'affaire Dreyfus. Et en même temps, et Israël, on est dans une mouvance qui se revendique sioniste. Alors, depuis l'Égypte, je suis parti au Maroc. Il y avait une blague qui courait sur le sionisme au Maroc dans les années 50, où on disait un sioniste, c'est un juif qui envoie un autre juif en Israël avec l'argent d'un troisième. Je pense que l'image serait assez bonne pour décrire ce qu'est le sionisme de cette époque. Alors, je pense que l'image n'est pas tout à fait bonne pour décrire le sionisme de cette époque en Égypte, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer des migrants en Israël, puisque, comme le dit Gilles Perrault, Jérusalem, c'était le train de 9 heures à la gare du Caire. C'est-à-dire qu'il y avait une proximité avec la Palestine mandataire qui fait qu'on pouvait faire l'aller-retour dans la semaine, qu'on pouvait y envoyer ses enfants chez un oncle ou qui pouvait en revenir rapidement. On était dans un monde, je dirais, moyen-oriental relativement ouvert, en tout cas sous contrôle britannique, et où
les règles du jeu du marché fonctionnaient assez bien et les frontières n'avaient pas encore l'étanchéité qu'on leur connaît aujourd'hui. Et je vous ai parlé de communauté israélite. Ces publicistes, ils revendiquent l'appellation de juifs. Je crois même que c'est sur l'Aurore, hein, nous sommes juifs, ce qui était un stigmate, nous voulons en faire un titre de gloire. Ce qui était une insulte, nous voulons en faire un titre de gloire. Dire qu'on est le sionisme de cette époque, c'est un sionisme qui invite à relever la tête en ne considérant pas que l'avenir normal des Juifs, c'est l'israélitisme, c'est-à-dire des parcours d'assimilation, mais que la voie normale des Juifs, c'est de se revendiquer comme Juifs en tant que tels. Donc, et des propos d'une virulence extraordinaire, d'une virulence qui n'a rien à envier parfois aux caricatures les plus féroces de l'antisémitisme européen de l'époque. Parce que ces publicistes juifs, leur première cible dans ces années-là, c'est la communauté. Ce sont les instances communautaires qui sont composées, comme je vous l'ai dit, de notables et qui sont accusés de ne pas protéger, de laxisme, de ne pas protéger leurs ouailles, de ne pas protéger leurs fidèles, de trahir en quelque sorte la cause. Alors, il y a eu plusieurs moments, mais en gros, les positions de ces publicistes, de ces journaux-là, elles sont dans le titre que je vous avais donné, là. Non, pardon. Voilà. Parents juifs, ouvrez vos yeux. Dirigeants, ouvrez des écoles. C'est-à-dire qu'on est dans un registre 28 mai 1925. Mais on est dans une première période qui est celle de 1896, qui est celle de 1914, qui est celle de 1925 et l'affaire du frère Léonce. On est dans un moment où on demande au Conseil des communautés, où on demande aux millettes de subventionner davantage les écoles. Et on accuse les dirigeants de ces communautés de mettre leurs enfants dans les missions catholiques. Et troisième idée, en faisant, comme on dirait aujourd'hui, du buzz, on invite les parents à se méfier des missions catholiques, parce que dans les missions catholiques, on va convertir vos enfants. Alors, ils n'en ont rien à faire, effectivement, parce qu'ils le voient comme une opposition interne totale. Mais par contre, ils sont représentatifs d'une certaine classe moyenne qui n'a pas les moyens de fonder des écoles de patronat, sous le patronage des notables, comme avaient été fondées les écoles précédentes, et une classe moyenne qui se retrouve, dont ils se veulent les porte-parole et qu'ils présentent comme démunis face à une forme d'entreprise, à cette sorte de, entre guillemets, conspiration des missionnaires. Alors voilà, j'ai essayé de vous préciser un peu la position de ces publicistes juifs, mais il faut voir qu'il y a de l'autre côté tout un ensemble d'avocats, de juges aux tribunaux mixtes ou de membres du contentieux des sociétés égyptiennes, des sociétés mixtes qui sont présentes au Caire et à Alexandrie,
qui eux sont des catholiques orientaux. Alors, des maronites, des grecs catholiques, des coptes, qui eux ont été formés à l'école française de droit, qui sont implantés dans les tribunaux mixtes, et qui eux vont un peu agir dans la presse. Mais ils vont surtout agir en court-circuitant Gaillard et en allant directement au Quai d'Orsay. Parce qu'ils y ont des relais, et ils ont notamment comme relais au Quai d'Orsay un monsieur qui s'appelle Louis Canet, qui a été décrit comme le plus gallican des religieux diplomates ayant travaillé au Quai d'Orsay à ce moment-là. Pourquoi le plus gallican? Parce que c'est un des artisans, un des tenants de ce protectorat français sur les chrétiens d'Orient, un des militants au sein du ministère des Affaires étrangères de ce protectorat français sur les chrétiens d'Orient. Alors, et ces juristes catholiques orientaux, ils agissent à la fois localement aux tribunaux mixtes, mais ils agissent de loin en essayant de court-circuiter Gaillard et en lui mettant sa hiérarchie dans les pattes, si j'ose dire, et en faisant peser sur lui le poids de sa hiérarchie. Le consulat d'Italie, vous imaginez bien, d'après ce que je vous ai décrit, qu'il essaye de rajouter de l'huile sur le feu. Et voilà, en gros, les contours de la polémique. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui est dans le politique, les autorités politiques qui prennent la parole et qui se saisissent de cette affaire, mais les autorités, ce qui est aussi très intéressant, c'est les autorités politiques qui disent « c'est une histoire qui ne nous regarde pas ». Et celui qui dit ça, c'est le ministre de l'Éducation égyptien, qui dit « ça se passe dans des écoles privées, ça concerne des juifs et des chrétiens, nous musulmans, il le dit à la Chambre, nous musulmans, nous savons bien tenir nos enfants. Et il ne nous arrive pas de choses pareilles. » Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que on est en 1929, je vous ai parlé d'indépendance progressive de l'Égypte. L'Égypte, elle est en train de se doter d'une nationalité, parce que, imaginez, on a vécu ça avec l'éclatement de l'URSS, il y avait un empire, et il y a des États qui se détachent de l'empire. Et l'Égypte fait partie de ces États détachés de l'Empire ottoman, et donc il s'agit de trancher bien clairement pour savoir qui est égyptien, qui est étranger dans ces années-là. Et il y a une loi sur la nationalité qui dit précisément en 1929, les chefs des millettes, les chefs des communautés religieuses sont égyptiens de droit. Et le grand rabbin Haïm Naoum Effendi, qui était le grand rabbin d'Istanbul, est devenu égyptien au terme de cette loi de 1929. Il y a son décret de naturalisation en 1930. Et c'est sur la base de « je suis égyptien, l'État égyptien me défend-il » que vous comprenez peut-être le camouflet qu'il essuie et qu'essuient les représentants du Conseil de la communauté, puisque une affaire de conversion, les autorités égyptiennes disent « circulez, il n'y a rien à voir ». 1932, à l'université américaine du Caire, qui n'était pas encore tout à fait une université, mais il y a une affaire de conversion, cette fois-ci au protestantisme d'un jeune musulman, et alors là, ni une ni deux, la subvention du ministère égyptien est bloquée. Et donc, ça, vous voyez que... Alors, voilà, ça je vous l'ai montré. Donc, une affaire politique ou pas, et ce qu'on peut voir, en fait, se dessiner autour de cette polémique. C'est deux nations. On est dans véritablement la gestation de quelque chose de l'ordre national. Ce que j'ai présenté comme, d'un côté, une nation, une communauté juive, et de l'autre, une nation-communauté catholique.
Mais vous voyez bien que c'est une... Bien sûr, il y a eu l'histoire du frère Léonce, d'une accusation de meurtre rituel en 1925 à Alexandrie. Mais ces polémiques-là, ça permet de se compter, ça permet de repositionner les gens. J'ai essayé donc de vous faire ce tableau des positions. Qu'est-ce qui émerge derrière une nation égyptienne qui se garde bien d'intervenir dans cette polémique? Il y a deux nations qui sont en confrontation en Égypte, deux minorités qui sont donc d'un côté une communauté juive qui va réagir, pour le coup en 1930, en phase. Pour une fois, tous agissent à peu près dans le même sens en protestant contre cette conversion. Et de l'autre côté, un monde catholique qui, en fait, il l'avait fabriqué en 1925, mais il la remet en selle en 1930, l'Union catholique d'Égypte. Et vous voyez bien le choix des termes, cette fois-ci, on n'est plus des maronites, des grecs catholiques, des melkites, on est un monde catholique, une union catholique. Et en quoi cette naissance d'une nation à laquelle on assiste autour de cette conversion, elle est importante et elle nous dit quelque chose, c'est que la conversion, elle apparaît comme une limite, infranchissable, une transgression, qui permet de resserrer les rangs, de dire ça c'est toléré, ça c'est pas admissible. Et c'est quelque chose, il n'y a pas besoin qu'elle soit nombreuse, mais une affaire de conversion permet de poser une frontière là où, dans le paysage très minoritaire, très réduit, je suis sûr que vous allez m'en faire le reproche, très réduit de ce judaïsme kérote, qui se réduit à celui des écoles francophones, alors que le judaïsme kérote, dans son caractère massif, en 1930, c'est encore le Harat al-Yahoud, c'est le Vieux Caire, c'est un peu Sakakini, mais on est dans ces quartiers-là, vous voyez, dans ces quartiers de la modernité, qui restent minoritaires par rapport au judaïsme de masse, mais ça permet de resserrer les rangs, de dire il existe une communauté juive comme il existe une communauté catholique. Et deuxième grand changement, c'est qu'une communauté, c'est pas comme un millet, une communauté nationale, c'est pas comme un millet où on est de son millet parce qu'on est du verbe naître dans son millet. On est d'une communauté parce qu'on fait des choses qui vous rattachent à votre communauté. Et ça, c'est le grand changement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un bon catholique ou qu'est-ce qu'on fait quand on est un bon juif? Eh bien, on fréquente les écoles juives, on ne met pas ses enfants chez les religieux catholiques, on subventionne, soit en y envoyant ses enfants, soit par des dons, les écoles de l'Alliance ou le lycée de l'Union juive qui est né précisément en 1925 d'une affaire assez similaire. Et mon hypothèse, uniquement Alexandrie, mais mon hypothèse est un peu la suivante, on met en avant une affaire pour raffermir la fréquentation des institutions qu'on vient de créer. Et c'est ça qui... alors, si vous voulez, l'école devient un enjeu national et un enjeu de comportement des individus se réclamant d'une nation. Et c'est ça qui fait le grand changement de cette époque. Alors, je vais aller un peu plus vite sur la question du changement du monde. Sur cette question de la rupture historique. D'abord, je voudrais souligner que ces écoles catholiques... Alors, je m'inspire d'un très beau livre de Paul Veyne, qui lui a travaillé, qui est un historien de l'Antiquité, mais qui a travaillé sur la conversion de Constantin, donc au IIIe, IVe siècle. Et
vous savez, la conversion de Constantin, c'est un peu le point de départ du christianisme dans l'Empire romain. Parce que c'est l'empereur qui se convertit. Mais sauf qu'entre le moment où l'empereur se convertit et le moment où l'Empire devient chrétien, il se passe un bon siècle. Et bon. Et on a pu dire que la conversion de Constantin était une conversion politique. En gros, pour raffermir l'Empire, Constantin a utilisé l'artifice religieux. Bon. Paul Veyne s'inscrit en faux contre cette thèse et il part du postulat non seulement de la sincérité de la conversion de Constantin, mais d'une conversion qu'il imagine comme éminemment personnelle. Et éminemment personnelle parce que la religion chrétienne apporte, à l'époque de Constantin, quelque chose de profondément nouveau dans la société, dans les rapports entre l'homme et la société. Ces missions catholiques qui interviennent au Proche-Orient depuis le milieu du XIXe siècle, elles ont apporté quelque chose d'extrêmement nouveau, une très grande nouveauté dans les sociétés du Proche-Orient. Et peut-être qu'on peut dire qu'elles ont apporté... leur principal apport, je crois que c'est... alors, d'abord, c'est l'idée qu'elles vont apporter le monde, une prise directe sur le monde moderne. Je voudrais juste vous faire réfléchir sur la comparaison entre ces deux photos du collège des Jésuites du Caire, l'une en 1895 et l'autre en 1938, donc plus proche de notre période. Bon, j'aime beaucoup ces photos parce que en 1895, la Compagnie de Jésus vient fonder au Caire un petit séminaire pour former les Coptes catholiques et ramener les Coptes à l'Église catholique, d'une part, et d'autre part, avec le soutien des consuls de France, ramener les Coptes catholiques à la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur langage visuel, ce qui prime, c'est l'Église. Et c'est ce qui est en position la plus haute. Là, on a un canal. Vous distinguez peut-être une caravane de chameaux qui passe le long du canal. 1938, presque la même photo, la même église en tout cas. La fonction collège, le bâtiment collège s'est étendu, s'est considérablement agrandi. L'église est en arrière-plan, mais ce qui est au premier plan et ce qui triomphe, c'est plus les chameaux, c'est la voie ferrée. On est à Bab el-Hadid, on est à la gare du Caire, on est juste en face de la gare du Caire, et on est dans l'institution qui va vous amener à cette modernité technique du Proche-Orient. C'est-à-dire, vous voyez que le motif même de la mission, qui était religieux au départ, devient un motif d'avènement d'une forme de modernité technique. Donc, ce collège de la Sainte Famille, il a formé des ingénieurs, il a formé des juristes, le banquet des excellences en 1919, vous avez le ministre des télécommunications qui est présent, parmi les anciens élèves des Jésuites. Donc, être adet dunya, ce sont les institutions qui vous permettent d'être adet dunya en prise sur le monde. Deuxièmement, bien sûr que l'Église est prosélyte. Elle est prosélyte, je dirais, par nature, par conviction, par la force de ses convictions, mais aussi par la force d'une organisation. C'est-à-dire que l'organisation a simplement besoin de s'afficher pour être attractive. Je n'y reviens pas. Alors, si, quand même. Je vais vous donner quand même ce que cette sœur m'avait raconté de la manière dont s'était passée la conversion. Parce que j'ai vu quelques convertis. Les uns me disaient, mais bon, ma question un peu bête était, mais comment vous avez été converti? Qui vous a converti? Et les convertis invariablement me disaient, mais c'est le Saint-Esprit.
Et cette sœur m'avait quand même raconté comment, en créant un petit groupe de jeunes convertis, il y avait une espèce d'effet d'entraînement qui se mettait en place, l'impression d'appartenir à une société secrète d'avant-garde. Et je vais vous raconter un truc extraordinaire. Dans les archives qu'il y avait à Nantes, il y avait des textes de la correspondance entre la sœur supérieure de la mission, des sœurs de la charité, et la jeune fille. Et cette correspondance secrète, vous savez comment elle lui était parvenue? La sœur lui avait dit « Je vous envoie le journal Israël », donc le journal dont on a parlé. « Je vous l'envoie comme si vous étiez abonné, et je soulignerai d'un point les lettres qui doivent être le message que vous recevrez de moi. » Et une correspondance, il y en a un paquet de lettres. Donc vous imaginez déjà la perversion du dispositif. On vous envoie un signe d'appartenance. Vous appartenez à la communauté juive puisque vous êtes abonné au journal Israël. Et en même temps, à l'intérieur du journal Israël, vous avez un message caché, un message codé qui vous dit le vrai message que je veux vous faire passer. Et ce que j'ai trouvé finalement le plus poignant, ce que j'ai imaginé comme le plus poignant, c'est le malheureux père qui a passé, dont on imagine qu'il a passé des nuits entières à décoder les messages pour savoir ce qui arrivait à sa fille. Donc, une église prosélyte, un organisme complet, et je pense qu'il faut imaginer aussi cette idée qu'on représente une avant-garde et que dans un sens de l'histoire qui est prédéterminé. Chez toutes les figures de convertis que j'ai pu voir, aussi bien en milieu catholique qu'en milieu juif, et je vous parlais de la référence à Monseigneur Lustiger, on n'est pas du tout dans la figure de la conversion comme reniement. On est au contraire un père jésuite copte catholique à qui j'avais dit « alors les jésuites vous ont converti ?» Il m'a dit « non, ils ne m'ont pas converti, je me suis joint à eux ». C'est-à-dire que pour le converti, vu de son point de vue, la conversion est un parcours linéaire dans un sens de l'histoire, dans le sens de l'histoire qu'il imagine. Et c'est-à-dire qu'il faut imaginer que dans ces années 30, le sens de l'histoire qu'on imagine, c'est un passage presque naturel du judaïsme au catholicisme. Un ami lié à Max Jacob me disait que dans les années 30, on lui avait dit que la pire des choses, enfin on avait dit à son père que la pire des choses que les juifs pouvaient avoir à craindre, c'était pas les pogroms, c'était la conversion au catholicisme. C'est-à-dire comme assignation d'un sens de l'histoire auquel certains pouvaient croire. Et bon, bien sûr, inimaginable de tenir un tel discours ensuite. Mais bon, voilà, simplement pour vous montrer une idée, le caractère massif de ces missions religieuses catholiques en Égypte. Un autre point sur lequel il faut... Alors, vous voyez, présente dès le début du XIXe siècle. On voit bien ici la vague de la laïcisation. Ce sur quoi je vous invite aussi à réfléchir, c'est l'importance des congrégations féminines. C'est-à-dire que la modernité, la nouveauté qu'apportent ces missions religieuses, c'est la scolarisation féminine. Et pour les religieuses souvent venues de France au XIXe siècle, je pense qu'il faut les considérer comme des exilées et comme des femmes. C'est l'emploi féminin par excellence d'être religieuse. C'est-à-dire que je crois qu'il faut analyser aussi les choses dans les contextes de l'époque, dans une société très bloquée comme a pu l'être la société française du XIXe siècle, où pour une femme, une voie d'accomplissement pouvait être une voie d'accomplissement professionnelle pouvait être la mission religieuse. Alors, société parfaite, inégalitaire, hiérarchique, vous voyez, les processions au Collège de la Sainte Famille en 1955, on est dans un monde ordonné,
où chacun est à sa place et respecte sa place. Et les convertis s'imaginent être l'avant-garde de ça. Alors, 2 points que je vais développer très rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe dans les années 30 pour qu'il y ait autant de rivalité entre ces 2 nations juives et catholiques en Égypte? Donc 2 minorités en situation de minoritaire, et elles le savent bien, dans un pays qui est très majoritairement musulman. Que se passe-t-il pour qu'elles soient conduites à rivaliser autant et à demander l'arbitrage de la France? C'est que, comme par hasard, on a affaire aux 2 communautés, on va dire aux 2 publics les plus francisés par cet effort scolaire depuis le XIXe siècle. Les plus alphabétisés, les plus francisés. Et que ces 2 publics, ils agissent dans un marché qui est un marché mondialisé, qu'on appelle à l'époque l'Empire français, et qu'on appellera ensuite la francophonie. C'est-à-dire que ce sont des réseaux commerciaux, intellectuels, en différents lieux de l'Empire, entre la métropole et la province surtout, mais aussi entre le Maghreb colonial et l'Égypte. Ces réseaux commerciaux-là, c'est une expansion considérable de l'horizon commercial de ces groupes-là. Et en même temps, devenir francophone devient non seulement un must, mais presque une obligation si on veut faire carrière, si on veut réussir quand on est en Méditerranée. Et devenir francophone, quelles sont les voies qui permettent d'accéder à cette francophonie? C'est la communauté. Ce qui fait de l'enjeu scolaire l'enjeu numéro 1 de la construction de ces communautés nationales. Et du coup, la trahison, la conversion vue comme trahison, c'est de passer d'un segment du marché à l'autre, de ne pas rester cantonné dans son propre segment du marché. Alors, voilà un peu ma conclusion, c'est que cette conversion, on est en plus, enfin c'est très beau parce qu'on est en pleine crise de 29, on est dans une crise de la mondialisation de l'époque. Et elle signifie ce tournant-là dans l'économie politique des sociétés. C'est l'ordre national qui s'impose au Proche-Orient et qui transforme la manière dont se jouaient les appartenances auparavant. Et cette mutation-là, elle a lieu, comme par hasard, au moment de cette crise des années 30. Alors, pour terminer sur un point, je dirais un peu provoquant, enfin pour vous inviter peut-être aussi à voir la conversion de façon totalement dépassionnée. Réfléchissez à ce qui vous arrive quand vous changez d'ordinateur et que les ordinateurs vous invitent à convertir vos fichiers, c'est-à-dire à leur faire subir une petite opération qui fait qu'ils seront efficaces dans le nouvel environnement dont vous disposez. Eh bien, cette conversion, pour moi, c'est un peu ça. C'est l'ordre économique et social de la Méditerranée qui change dans les années 30. N'oubliez pas non plus qu'on est au moment des massacres d'Hébron, au moment de la crispation, de la radicalisation des positions en Palestine entre le Yishuv et ceux qui se désignent comme arabes de Palestine. Donc, on est dans cette nationalisation, dans ce processus de nationalisation des sociétés. Et il me semble que la conversion, elle témoigne de la limite. C'est-à-dire que c'est, d'une certaine manière, tous se sont convertis à la francophonie. Mais avec des limites à ne pas franchir si on veut conserver, je dirais, la lisibilité de son ancien fichier et de ce qui fait le sens de sa vie et de son appartenance. Merci.
Merci beaucoup Frédéric pour cet exposé qui nous donne évidemment beaucoup à réfléchir.